La vallée était calme jusqu'à ce que le ciel devienne orange et une ferme devienne une fournaise rugissante. Un marin retraité se tenait seul au bord de la route et la chaleur frappa son visage comme une guerre qu'il jura était finie. À l'intérieur de la grange en feu, un troupeau entier se jeta contre les portes, des sabots désespérés martelant pour une sortie. Il courut dedans quand même, arrachant les loquets, guidant le bétail terrifié dans le vent comme dirigeant le destin lui-même. Puis il l'entendit, un souffle étranglé sous le craquement des poutres, et vit un berger allemand coincé sous un rondin tombé. Le chien ne pouvait pas aboyer. Il regarda seulement, des yeux ambres fixés sur les siens comme un crochet le tirant en arrière dans la fumée. « Auriez-vous entré aussi? Dites-nous d'où vous regardez, et s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et restez avec nous. » Gideon Gus Hale avait 50 ans et était bâti comme le genre d'homme que le Venet avait essayé de bousculer pendant des décennies et avait échoué. Environ 1,85 m, aux épaules larges, robuste, avec une peau bronzée et un visage anguleux qui semblait sculpté dans du vieux chêne. Ses cheveux courts bruns foncés étaient coupés de manière pratique, argentés aux tempes, et sa très légère barbe naissante ne décidait jamais vraiment si elle voulait être une barbe ou un souvenir. Les gens en ville disaient que ses yeux étaient bleu-gris, mais cela ne capturait pas la manière dont il contenait de la profondeur, la manière dont il regardait parfois au-delà du présent, comme si le passé envoyait encore des cartes postales. Il vivait seul dans une cabane à l'extérieur de Redwood Valley, Minnesota, où les matins arrivaient lumineux et honnêtes, et les soirs sentaient le pain coupé et l'eau froide du lac. Il ne possédait pas un chien, ne gardait pas un chat, ne gardait même pas une plante d'intérieur à laquelle il devrait s'excuser quand elle fanerait. Ce n'était pas de l'aversion, c'était du feu déguisé en discipline. Tout ce que vous aimez devient quelque chose que vous pouvez perdre. Et Gus avait déjà appris cette leçon dans des endroits où le ciel ne ressemblait pas à la maison. Il portait la même tenue tous les jours comme un uniforme qu'il choisissait pour lui-même. Une vieille veste en toile marron terre avec un ourlet légèrement brûlé, une chemise en flanelle rouge et noire en dessous, un jean bleu foncé, des bottes de travail en cuir marron et une vieille montre militaire qui tic-tac comme un minuscule métronome, insistant sur le fait que le temps avançait toujours. Ce soir-là, il conduisit sur la route de comté avec le soleil transformant les champs en nappes d'or. Son esprit calme de la manière que les hommes calmes préfèrent jusqu'à ce que son nez capte quelque chose de mal. La fumée n'appartenait pas à la douceur de la saison. La fumée n'appartenait pas à un ciel aussi propre. Puis il le vit, une colonne de brun-rouge foncé s'élevant au-delà de la ligne des pâturages, et en dessous la lueur changeante et frénétique des flammes. La lumière de Redwood Valley devint soudain mythique et brutale, comme si le soleil avait trébuché et était tombé dans une grange. Gus s'arrêta, écoutant de tout son corps. Le bruit faible lointain n'était pas du tonnerre, c'était de la panique. Animaux, bois qui craquent, métal qui chante en chauffant. Pendant un battement de cœur, il pensa à appeler à l'aide d'abord, comme un homme normal le ferait, puis il était déjà en mouvement. Il roula à vive allure vers le ranch Bishop, les pneus projetant du gravier, le cœur serré et relâchant dans cette vieille habitude, serré et relâchant comme s'il s'entraînait à survivre. L'endroit des Bishops était ouvert et large, pour tout pâturage lumineux et clôture pratique. Sauf que maintenant, le monde autour de lui était une gueule de feu. Une longue et basse grange et des enclos à bétail adjacents brûlaient avec la faim implacable du bois sec et du vent. La fumée roulait à travers la cour, transformant la lumière du jour en quelque chose de meurtri. Gus pouvait entendre le bétail beugler, des sons profonds et terrifiés qui n'étaient pas seulement du bruit, mais du langage. Piégé, piégé, piégé. La chaleur le frappa alors qu'il sautait du camion, et l'air avait un goût de pièces de monnaie chaude. Il courut vers l'enclos le plus proche,
tirant sur les loquets avec des mains qui n'hésitaient pas, des mains qui avaient appris dans une autre vie que l'hésitation était un luxe. Le troupeau déferla, les corps se pressant, les sabots frappant les planches, les yeux bordés de blanc et sauvage. Il poussa la porte ouverte et agita les bras, la voix coupant à travers le rugissement. « Allez, allez, bougez !» Il n'essaya pas de paraître héroïque. Il essaya juste d'être utile. Il donna un coup de pied à une planche lâche, dégagea un chemin, et inclina son corps de sorte que le bétail suive le couloir le moins fumant vers le pâturage ouvert. La grange gémit, un son comme un vieux géant se réveillant en colère. Une poutre de toit se fissura au-dessus de lui, et des cendres tombèrent comme une neige noire. L'esprit de Gus fit un inventaire froid, direction du vent, voie de sortie où les animaux s'entassaient. Il pouvait sentir la brûlure sur ses joues, la piqûre sur ses poignets, et la petite marque de brûlure fanée sur son propre poignet sembla faire écho comme si sa peau se souvenait du feu avant que son cerveau ne puisse le nommer. Quelques bovins s'échappèrent en courant, trébuchant, puis retrouvant leur équilibre alors que le champ ouvert leur offrait une seconde chance. Mais le son qui arrêta Gus à mi-chemin n'était pas un meuglement ou un craquement. C'était un souffle, irrégulier, humide, trop proche pour être imaginé. Il le suivit dans la fumée, toussant une fois, puis l'avalant parce que tousser faisait perdre du temps. Là, à moitié caché par le gris tourbillonnant, un berger allemand gisait coincé sous une poutre en bois tombée près d'une porte latérale, un endroit où la chaleur avait tiré comme de la colère. Le chien avait environ 5 ans, mâle, grand et musclé même dans la défaite. Pelage double noir et feu terni par les cendres. Ses oreilles dressées étaient aplaties, non pas par peur, mais par douleur. Ses yeux ambre brillants se fixèrent sur Gus avec une concentration qui ne suppliait pas, elle commandait. Il y avait une tache assombrie par la fumée le long de son museau, une petite tache plus claire sur sa poitrine, comme une étoile tenace, et une longue égratignure guérie sur sa patte avant qu'il laissait entendre que ce chien savait déjà ce que signifiait se relever. Une petite cicatrice à son épaule apparaissait à travers la suie. Autour de son cou se trouvait un collier en cuir brun foncé, l'étiquette métallique légèrement déformée, comme si elle avait déjà rencontré la chaleur et y avait survécu. Le chien n'aboyait pas. Il ne pouvait pas. Sa poitrine travaillait fort. Chaque inspiration était un combat. Gus sentit quelque chose en lui. Un endroit dur et gardé tressaillir comme une porte qui ne s'était pas ouverte depuis des années. « Hé !» dit-il, plus doucement qu'il ne l'avait voulu, comme si la douceur pouvait empêcher le monde de se briser davantage. Il tomba à genoux, ses bottes s'enfonçant dans la cendre humide. La poutre avait l'épaule et la cage thoracique du chien coincés à un angle qui pouvait le ruiner si Gus tirait mal. Gus glissa ses mains sous la poutre, testa le poids, l'équilibre. C'était assez lourd pour faire jurer un homme plus jeune et faire reculer un homme plus intelligent. Gus n'était ni jeune ni reculant. Il se prépara, la mâchoire serrée, les muscles de ses bras et de son dos tirant des cordes de douleur et souleva. La poutre s'éleva d'un pouce puis d'un autre. Les yeux du berger s'écarquillèrent, non pas de panique, mais de quelque chose comme une permission féroce. Gus déplaça la poutre sur un poteau de support cassé, s'offrit un souffle, puis traîna le chien pour le libérer. Attentif aux côtes, attentif à la patte. Le chien tremblait et Gus l'enveloppa de sa veste à l'ourlet brûlé sans réfléchir. La façon dont vous enveloppez quelque chose de précieux pour qu'il ne se brise pas. Le nez du berger pressa une fois contre la flanelle de Gus. Un bref contact d'ancrage. Puis le chien essaya de se lever. Non, marmonna Gus, et malgré le chaos, le coin de sa bouche se contracta dans cet humour sec qui apparaissait quand le monde devenait trop sérieux. Tu n'impressionnes personne en ce moment. Il prit le chien complètement dans ses bras, surpris par le poids et par le naturel de la sensation, comme porter une responsabilité au lieu d'un fardeau. Derrière eux, le bétail se déversait dans le champ,
des silhouettes noires contre les flammes oranges, et Gus se força à continuer d'avancer. Un pied, puis l'autre, jusqu'à ce qu'il franchisse la ligne où la chaleur s'apaisait et la fumée s'amincissait. Environ un tiers du chemin vers le camion, le berger fit quelque chose d'étrange. Quelque chose qui ne correspondait pas à la simple histoire de l'homme qui sauve le chien. La tête du chien se leva brusquement, les oreilles se dressant malgré la douleur, et ses yeux ambres se fixèrent sur la manche gauche de Gus. Il renifla fort, puis laissa échapper un son bas et vibrant de sa gorge, un avertissement plus qu'un gémissement. Gus s'arrêta, confus. Le nez du chien se pressa à nouveau contre la veste en toile, insistant, puis se tourna vers la grange comme s'il pointait du doigt. Gus suivit la ligne de ce regard et sentit son estomac se nouer pour une raison différente du feu. La fumée n'était pas seulement du bois et du foin. En dessous, faible, mais indubitable, il y avait la forte odeur chimique d'essence, déplacée sur un ranch qui stockait correctement le diesel et ne le renversait pas comme un adolescent insouciant. L'esprit de Gus devint froid. Une image de quelqu'un versant, quelqu'un allumant, quelqu'un s'éloignant pendant que l'animal criait. Il n'avait pas de preuves. Pas encore. Mais la réaction du chien était une sorte de révélation de la vérité. L'honnêteté sans compromis d'un animal, une boussole qui ne mentait pas pour être polie. L'étiquette déformée du berger brilla alors qu'il bougeait. Et pendant une brève seconde irrationnelle, Gus pensa, « Ce n'est pas juste un sauvetage, c'est un message, pas surnaturel de la manière ringarde. Quelque chose de plus vieux et de plus simple. La justice a une odeur, et les chiens peuvent la sentir bien avant que les hommes n'admettent qu'elle existe. » La main de Gus se serra et se relâcha. Il ravala l'envie de retourner dans l'enfer et de chasser un méchant dans les flammes. Plus tard, se dit-il, et cela ressemblait à une promesse. D'abord, nous vivons. Il porta le chien jusqu'au camion, le posa doucement sur le plancher côté passager sur une couverture que Gus gardait pour les urgences qu'il ne voulait jamais. Et puis, parce que Gus ne faisait pas confiance à la chance, il roula directement vers la clinique vétérinaire la plus proche avec ses feux de détresse allumés, la mâchoire serrée, les yeux fixes. La clinique était un petit bâtiment en bordure de ville où le soleil lumineux de fin de journée rendait encore l'ensemble joyeux, comme si le monde n'avait pas juste essayé de brûler un ranch. À l'intérieur, tout sentait l'antiseptique et la fourrure mouillée, et la sueur nerveuse des gens qui aiment leurs animaux plus qu'ils n'aiment leur fierté. Dr. May Whitaker le rencontra à la porte, quarantaine bien entamée, de taille moyenne, cheveux bruns courts glissés derrière ses oreilles, lunettes posées bas sur son nez, comme si elle lisait toujours les petits caractères du destin. Elle bougeait avec une vitesse calme, le genre que l'on acquiert qu'en étant témoin d'urgence et en refusant de paniquer. Par-dessus ses blouses, elle portait une blouse blanche, mais elle n'était pas immaculée. Elle avait les légères éraflures et marques d'encre du vrai travail. Ses yeux bruns, pratiques, gentils, sans être sentimentaux, examinèrent la veste de Gus maculée de cendre, le museau sombre du chien enfumé et le tremblement dans les mains de Gus qu'il prétendait ne pas être là. « Incendie ?» demanda-t-elle, tendant déjà la main vers un brancard. Gus hocha la tête une fois. Il n'offrit pas de discours, il n'en avait pas besoin. Le berger essaya de relever sa tête à nouveau, têtu comme un soldat, refusant de rester à terre, et le Dr. Whitaker pressa 2 doigts sur ses gencives, vérifia sa respiration, écouta sa poitrine avec un stéthoscope, son visage se crispant au son. « Inhalation de fumée », murmura-t-elle. « Contusion possible. Peut-être une fracture. Nous en saurons plus dans 1 minute. » Elle regarda Gus alors, non pas accusatrice, non pas élogieuse, juste le voyant. « Vous l'avez sorti, dit-elle. Ce n'était pas un compliment. C'était un fait, et d'une certaine manière, cela le rendit plus lourd. » Gus se tint dans le couloir pendant qu'il travaillait,
regardant à travers une fenêtre le berger sous masque à oxygène et stabilisé. Il sentit la vieille impuissance familière, attendant pendant que quelqu'un d'autre se bat pour une vie, ramper le long de sa colonne vertébrale. Les yeux du chien le trouvèrent même à travers le masque, et Gus fit la seule chose qu'il ne s'attendait jamais à faire. Il leva une main et la tint là, paume ouverte, un signal silencieux qu'il était toujours présent. La queue du chien battit une fois, minuscule, faible, mais réelle. Le Dr. Whittaker sortit un peu plus griffonnant des notes. « Il est coriace, dit-elle. Il aura besoin de repos, de médicaments et de quelqu'un pour le garder calme pendant les 2 prochaines semaines, surtout. » Le premier instinct de Gus fut de dire « Pas moi ». Son deuxième instinct, nouveau, malvenu, honnête, fut de demander « Le fera-t-il » Il ne termina pas. Le Dr. Whittaker comprit quand même. « Il va s'en sortir, dit-elle, parce que vous ne l'avez pas laissé sous cette poutre. » Gus expira un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait depuis qu'il avait senti la fumée pour la première fois sur la route. La nuit s'était installée au moment où Gus rentrait vers le ranch Bishop, le berger sédaté mais vivant, recroquevillé comme une ombre faite de fourrure et de souffle sur la couverture. La cour du ranch était bondée d'un mouvement épuisé de voisins, de pompiers volontaires, de la lueur des lampes de travail, de la chorégraphie sinistre du nettoyage. Et là, près du bord du champ, où le bétail s'était finalement immobilisé en un groupe tremblant, se tenait Warren Bishop. Il avait 62 ans, maigre et coriace, avec des cheveux poivres et celles bien coiffées même en cas de catastrophe, une moustache argentée qui le faisait paraître à la fois sévère et étrangement digne, et des yeux bruns profonds qui portaient le poids d'un homme qui avait construit une vie de ses mains et s'attendait à ce que le monde la respecte. Sa veste en jean bleu délavé était tachée de suie, son t-shirt gris humide au col, et son pantalon de travail marron était couvert de cendres. Il se déplaçait avec une légère démarche lente, le genre de pas prudent qui vient d'années de mal de dos et du refus de l'admettre. Quand il vit Gus sortir du camion, il ne courut pas avec une gratitude théâtrale. Il s'approcha comme un homme abordant un fait qu'il ne voulait pas oublier. Ses mains calleuses se crispèrent une fois, ne sachant pas où se poser. Sur l'épaule de Gus, sur la portière du camion, une prière. Gus ouvrit la portière passager pour que Warren puisse voir le chien. Les yeux ambres du berger s'ouvrirent un peu, et son étiquette métallique déformée scintilla à nouveau, captant la lumière de travail comme une petite pièce de monnaie tenace d'espoir. Warren le fixa une longue seconde, puis Gus, observant la cendre sur le visage de Gus, l'ourlet brûlé de sa veste, la manière dont sa mâchoire était serrée dans cette ligne disciplinée qui disait qu'il le ferait encore si le monde le demandait. La voix de Warren sortit basse, rauque par la fumée, et quelque chose comme de la stupéfaction, et la phrase se posa comme un seau pressé dans la cire. « S'il t'a choisi, ne le rende plus orphelin. » Le lendemain matin arriva comme les matins du Nord aiment arriver, lumineux, propre, presque outrageusement optimiste. La lumière du soleil glissa à travers les fenêtres de la cabine et déposa des rayures dorées pâles sur les planchers usés, comme si le monde avait décidé que l'incendie de la nuit dernière n'était plus de son ressort. Gus Hale se tenait à l'évier, les manches retroussées, fixant ses mains comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Le dos de ses jointures était éraflé et ses paumes portaient cette légère piqûre qui venait de la chaleur et du bois brut. Il fléchit ses doigts, puis fit ce qu'il faisait toujours quand l'émotion essayait de parler en premier. Il travailla, il fit bouillir de l'eau, il rinça un chiffon, il sortit un bol qu'il n'avait pas utilisé depuis des années, le genre de bol qui n'avait pas de but dans une maison d'homme seul. Puis il s'arrêta, agacé par lui-même, comme si le bol était apparu sans permission. Un son doux du coin du canapé lui répondit. Une lente expiration lourde et vivante. Le berger allemand gisait sur une couverture que Gus avait tirée du placard, son grand corps noir et feu recroquevillé, les muscles tendus même au repos.
ses oreilles dressées tressautaient à chaque craquement de la cabine. La tache assombrie par la fumée le long de son museau lui donnait l'air d'avoir été embrassé par les cendres. Et ses yeux ambres, quand ils s'ouvraient, portaient cette luminosité tenace qui n'appartenait pas à une victime. Une petite tache plus claire sur sa poitrine montait et descendait comme un minuscule phare. Le collier en cuir brun foncé encerclait toujours son cou. L'étiquette métallique, légèrement déformée, cliquetait faiblement quand il bougeait. Une cloche accidentelle rappelant à Gus qu'il y avait maintenant un deuxième battement de cœur dans la pièce. Gus se dit que c'était temporaire. Il se dit beaucoup de choses ce matin-là. La vérité était plus simple et plus gênante. Le chien l'avait suivi hors du feu et une partie de Gus, une partie scellée, avait suivi le chien en retour. À la clinique vétérinaire, le Dr. May Whitaker avait été précise et dénuée de romantisme à ce sujet. C'était le genre de femme dont la gentillesse n'entravait jamais la compétence. Quarantaine bien entamée, de taille moyenne, cheveux bruns courts glissés derrière les oreilles, yeux bruns qui restaient fixes, même quand les gens ne l'étaient pas. Ses lunettes lui donnaient l'air de toujours mesurer le monde pour les fissures. Elle avait écouté les poumons du berger et regardé l'oxygénomètre comme si c'était un minuscule tribunal. Trauma des tissus mous, dit-elle, tapotant ses notes. Contusion, possiblement une fracture capillaire, mais pas de fracture évidente. L'inhalation de fumée est la plus grande préoccupation. Il a besoin de calme, d'air pur, de médicaments et de surveillance. Gus se tenait là, des cendres encore dans les coutures de sa veste, et essayait d'avoir l'air d'un homme qui n'était pas sur le point de se voir confier une responsabilité qu'il ne voulait pas admettre qu'il pouvait gérer. Il appartient au Ranch Bishop, dit Gus, parce que les faits étaient plus sûrs que les sentiments. Le Dr. Whitaker leva les yeux, et pendant une seconde, le couloir de la clinique parut très silencieux. Il appartient à la chose qui le maintient en vie, répondit-elle, d'une voix douce mais ferme. Pour l'instant, cela semble être vous. Gus n'aimait pas à quel point cela sonnait vrai. Au ranch la nuit précédente, Warren Bishop avait exprimé sa gratitude comme un homme à la main colleuse l'exprime, brièvement, comme s'il avait peur que trop de mots ne dévalorisent la dette. Warren avait 62 ans, maigre et coriace, avec des cheveux poivres et celles gardées propres par fierté têtue. Une moustache argentée qui donnait à sa bouche un air perpétuellement impassible, et des yeux bruns profonds qui contenaient plus d'amour fatigué qu'il n'aurait jamais dit à voix haute. Il se tenait avec cette légère démarche prudente qui venait d'années de mal de dos et du refus de ralentir. Quand Gua ouvrit la portière du camion et que Warren vit le chien respirer, sédaté mais vivant, toute la posture de Warren se détendit, comme une clôture se détend quand la tempête passe. Puis vint la phrase qui resta dans la poitrine de Gus comme une pierre. « S'il t'a choisi, ne le rende plus orphelin. » Maintenant, dans la cabine silencieuse, les yeux du chien suivaient Gus avec la même attention concentrée qu'ils avaient eue sous la poutre, comme si le berger essayait toujours de confirmer que Gus était réel et non pas juste une hallucination de sauvetage. Gus s'accroupit à côté de lui et lut l'étiquette du médicament comme si c'était un briefing de mission. « D'accord, marmonna-t-il, pas tant au chien qu'à l'univers. Nous faisons ce que là de la bonne manière. » Le berger cligna des yeux lentement, puis frappa sa queue une fois, doucement contre la couverture. Un son si petit qu'il ressemblait à un salut secret. La bouche de Gus tressaillit. « Ne sois pas arrogant, » dit-il au chien, et le ton était assez sec pour passer pour de l'humour. Les oreilles du berger frémirent comme s'il comprenait que le sarcasme était la langue locale. Vers le milieu de la matinée, un camion crissa sur l'allée de gravier de Gus. Gus sortit sur le porche, les bottes plantées, les épaules carrées, non pas hostile, mais sur ses gardes. Il reconnut la veste en jean bleu délavé et la vieille casquette de baseball avec le logo du ranch. Warren Bishop descendit, et à côté de lui vint Elsie Bishop, fin de la cinquantaine à la soixantaine, chaleureuse et perspicace, avec des cheveux blonds foncés striés d'argent et ramassés en un chignon bas.
Elle avait un visage aimable qui ne confondait pas la gentillesse avec la faiblesse, des yeux vifs qui remarquaient les détails, et une manière pratique de se tenir, comme si elle pouvait porter à la fois les courses et le chagrin sans laisser tomber l'un ou l'autre. Elle portait un pull épais couleur crème sous une veste bouffante olive, un jean noir, des bottes basses, et parce qu'Elsie était Elsie, un tablier marron, même maintenant, comme si la vie avait toujours de la farine dessus quelque part. Elle tenait un petit sac en papier qui sentait faiblement la levure et la cannelle. « Bonjour, dit Warren, la voix rauque par la fumée et le manque de sommeil. Le sourire d'Elsie adoucit l'air. « Nous avons apporté du pain, annonça-t-elle comme si le pain pouvait négocier toute gêne sur terre. Gus hocha la tête une fois, les laissant entrer sur le porche. Il n'invitait pas souvent les gens à l'intérieur. La cabine n'était pas en désordre, mais elle était privée, comme un esprit que vous ne voulez pas que des étrangers parcourent. Le berger leva la tête au son des voix. Son corps resta bas, mais ses oreilles se dressèrent, et un grondement bas et protecteur vacilla dans sa gorge. Pas de l'agression, juste de la vigilance. Warren s'avança lentement. « Doucement, mon gars, murmura-t-il. » Mais les yeux ambres du chien n'étaient pas sur Warren. Ils étaient sur Gus, vérifiant comment Gus réagirait. Gus se surprit à dire « C'est bon ». Le berger se calma, le grondement s'estompant comme un orage qui s'éloigne. Elsie observa cet échange et ne dit pas « Je te l'avais dit », mais ses yeux le firent poliment. Warren s'éclaircit la gorge. « Le doc a dit qu'il avait besoin de calme, commença-t-il. Je peux aménager un endroit dans la maison. Le garder prêt. » La tête du berger se tourna vers la porte ouverte derrière Gus, puis revint, le mouvement rapide, décisif, non. Warren le vit aussi et sa mâchoire se serra avec quelque chose qui aurait pu être de la fierté ou de la douleur. « Il ne viendra pas, dit Warren doucement, non pas comme une plainte, mais comme un fait qu'il ne savait pas comment gérer. » Gus s'appuya contre le poteau du porche, la toile de sa veste se plissant à l'ourlet brûlé. « Il est à vous, dit Gus, je l'ai juste sorti. » Elsie s'approcha, la voix douce mais stable. « Chérie, dit-elle, et le mot ne sonnait pas condescendant. Cela sonnait comme quelqu'un qui essaie d'empêcher un homme de sauter d'une falaise dans sa propre tête. Il n'est pas juste sorti, il est sorti avec vous. » La main de Gus se serra, se relâcha. « Je ne suis pas propriétaire de chien, dit-il comme si l'identité pouvait être imposée comme une ligne de démarcation. » Les yeux d'Elsie se plissèrent. « Drôle, répondit-elle, hochant la tête vers les fournitures de pansement soigneusement empilées sur la table du porche. « Parce que vous avez les mains d'un homme qui l'a déjà été toute la matinée. » Gus baissa les yeux et réalisa qu'il avait organisé les médicaments et la gazépénisée comme un médecin de campagne. L'ironie piqua. Warren expira, puis prit une décision comme les éleveurs prenaient des décisions, directes et justes. « 2 semaines, dit-il, famille d'accueil temporaire. Nous faisons ça correctement. Papier, visite de suivi, visite chez le vétérinaire. S'il se calme et veut revenir, il revient. S'il ne le fait pas, » il s'arrêta, ses yeux tombant sur l'étiquette déformée du berger. « S'il ne le fait pas, nous ne nous battons pas contre ce qui est déjà décidé. » C'était une grande phrase pour Warren, car cela signifiait laisser partir quelque chose qu'il aimait. Gus ouvrit la bouche pour refuser, mais le berger bougea alors très prudemment et posa son menton sur la botte de Gus. Le toucher était léger, presque respectueux, mais il atterrit durement. Gus sentit la cabine derrière lui, vide et silencieuse, soudainement alourdie par la présence de ce menton. Il pensa à la façon dont le chien l'avait regardé sous la poutre, commandant, non suppliant, et à l'odeur chimique que le chien avait captée sur sa manche, l'étrange insistance, l'avertissement tacite. Le chien n'était pas seulement blessé, il était vigilant. Gus déglutit. « 2 semaines, dit-il, comme s'il acceptait de réparer une clôture, pas une vie. » Elsie sortit des papiers pliés du sac avec un stylo. « J'ai appelé le Dr. Whittaker, dit-elle,
Elle a dit que nous pourrions faire un accord de famille et d'accueil par l'intermédiaire de la clinique. De cette façon, c'est officiel et personne ne peut accuser personne de quoi que ce soit. Gus prit le stylo. Cela semblait ridicule. Signer des papiers au soleil après avoir survécu à un incendie. Mais il comprenait les papiers. Le papier était la façon dont le monde prétendait pouvoir contrôler le chaos. Il écrivit son nom soigneusement, les lettres carrées et disciplinées. Warren signa aussi. Sa main stable malgré l'épuisement. Elsie ajouta sa signature, puis remit les formulaires dans le sac comme si elle rangeait une pièce fragile. Le berger observa le tout, les yeux mi-clos. Mais quand Gus remit le capuchon du stylo, la queue du chien battit une fois. « Ne célèbre pas, marmonna Gus. Tu es en probation. » Le rire d'Elsie était doux et chaleureux. Même la moustache de Warren tressaillit, aussi proche que cet homme pouvait l'être d'un sourire. Ils ne restèrent pas longtemps. Warren avait besoin de vérifier le bétail, la ligne de clôture, le squelette carbonisé de sa grange. Elsie laissa le pain sur le comptoir et toucha brièvement le bras de Gus. Un de ces gestes qui dit « Je vous vois », sans rien demander en retour. Après leur départ, la cabine retrouva son rythme plus calme. Mais ce n'était pas le même calme. Elle avait maintenant un pouls, une seconde présence qui écoutait. Gus passa l'après-midi à faire des choses pratiques. Il plaça une gamelle d'eau propre près du canapé, puis la déplaça de 5 centimètres lorsque les yeux du berger clignèrent vers la porte. Comme si la garde nécessitait une meilleure ligne de vue. Il posa une autre couverture près du seuil d'entrée, et le chien la testa avec une patte, puis choisit étonnamment la place à côté de la porte, au lieu du canapé. Position de garde. Gus regarda, sentant cette étrange piqûre dans sa poitrine. Le berger ne demandait pas à être aimé. Il offrait de protéger. C'était un langage que Gus comprenait trop bien. Vers la fin de l'après-midi, Gus ouvrit la porte arrière pour laisser entrer l'air frais. Le soleil était encore lumineux, transformant les arbres en or vert. Le berger se leva lentement, raide mais déterminé, et le suivit sur le porche. Gus s'attendait à ce que le chien renifle la cour, peut-être fasse ses besoins, peut-être titube à nouveau à l'intérieur. Au lieu de cela, le berger se figea, les oreilles dressées, le nez levé, et inspira longuement. Son regard se fixa sur quelque chose au-delà des arbres, vers la direction du ranch Bishop. Puis le chien fit la deuxième chose étrange de la journée. Il fit 2 pas, s'arrêta, et regarda Gus avec une expression qui n'était pas une requête. C'était une instruction. Gus fronça les sourcils. « Que fais-tu? » La queue du berger était basse, le corps tendu, comme une aiguille de boussole prise par un aimant. Il tourna légèrement la tête, reniflant à nouveau. Et c'était là, faible, mais réel. Cette même odeur chimique âcre sous l'air pur porté par le vent comme un murmure de méfait. L'estomac de Gus se serra, les yeux du chien se plissèrent, puis il émit un grondement bas et régulier, non pas de colère, non pas de peur, certain. Gus regarda par-dessus les arbres, le soleil brillant et innocent, et sentit le monde basculer d'une manière silencieuse. Si l'air portait encore cette odeur, si elle ne venait pas du chaos de la nuit dernière, mais de quelque chose de continu, alors l'incendie n'aurait peut-être pas été la fin de l'histoire. Il aurait pu être le début. La main de Gus se serra et se relâcha. Il entendit son propre battement de cœur, clair comme un tambour. L'étiquette déformée du berger cliqua une fois alors qu'il bougeait, comme pour ponctuer la pensée. Gus baissa les yeux vers le chien et pendant 1 seconde, il vit quelque chose de presque spirituel dans la simple et féroce constance de ce regard. Pas de magie, pas de fantaisie, mais le genre de vérité qui ressemble à de la foi parce qu'elle refuse de plier. Gus s'accroupit, rencontrant les yeux du berger. « Écoute, dit-il doucement, la voix rauque. Toi et moi, nous ne faisons pas de choses héroïques. Nous faisons de la survie. Tu guéris. Je te protège. C'est tout. » Le chien cligna des yeux une fois,
puis pressa brièvement son museau contre le poignet de Gus, celui avec la vieille marque de brûlure, comme pour sceller un pacte. Gus déglutit difficilement, surpris par la piqûre derrière ses yeux. « Ouais, » marmonna-t-il, se relevant vite comme si le mouvement pouvait cacher l'émotion. « D'accord, 2 semaines. » Le berger se retourna et boitilla à l'intérieur, se réinstallant près de la porte, observant le monde comme s'il gardait Gus de quelque chose que Gus ne pouvait pas encore nommer. Gus resta seul sur le porche un instant de plus, la lumière du nord baignant tout d'une lueur indulgente, et réalisa que la cabine n'était plus vide, pas seulement de son, mais de sens. Il n'appelait pas cela de la propriété. Il n'appelait pas cela de l'amour. Il appelait cela un devoir, parce que devoir était un mot qu'il pouvait tenir sans se briser. À l'intérieur, la respiration du chien se stabilisa, lente et forte, et Gus se laissa croire, juste pour ce souffle, que peut-être certains sauvetages n'étaient pas des accidents. Peut-être que certains étaient des missions. 2 jours après l'incendie, le ranch Bishop ressemblait à un homme essayant de se relever après avoir été mis à plat. Sous le soleil brillant du nord, le squelette carbonisé de la grange était presque trop honnête. Des poutres noircies inclinées comme des côtes brisées, des plaques de mousse blanche incrustées sur le sol, et une odeur de brûlé aigre qui s'accrochait à tout, peu importe la force du vent venant du lac. Gus gardait sa cabine silencieuse à dessein, mais le silence était devenu compliqué. Le berger allemand, toujours légalement le chien de ranch sur le papier, avait fait de l'entrée de la cabine son poste, allongé, sa large poitrine tournée vers la porte et ses yeux ambres suivant chaque son. Le pelage noir et feu du chien était terni par la suie persistante. La tache assombrie par la fumée sur son museau lui donnait l'air d'un survivant qui ne prenait pas la peine de polir l'épreuve. Il se déplaçait avec raideur, favorisant la patte qui avait pris la poutre, mais son esprit était rapide. Ses oreilles étaient toujours dressées, son regard toujours mesurant. Son collier en cuir brun foncé était bien ajusté à son cou, et l'étiquette métallique déformée cliquetait doucement quand il bougeait. Un métronome accidentel rappelant à Gus que le temps ne s'arrêtait pas pour le trauma. Gus avait essayé de ne pas nommer le chien, comme si refuser un nom pouvait empêcher un lien de se former. Cela n'avait pas marché. Le lien était déjà là, cousu à ce moment sous la poutre. Gus se rendit au ranch tôt, le chien voyageant sur le plancher passager avec une couverture et un calme qui ressemblait à de la discipline. La lumière du matin rendait les champs presque indulgents. Le ranch lui-même ne l'était pas. Warren Bishop travaillait déjà, sa silhouette maigre se déplaçant avec une détermination obstinée, malgré la légère démarche lente due au mal de dos. Il portait la même veste en jean délavé, le même t-shirt gris, le même pantalon de travail marron et les mêmes bottes en caoutchouc noir. Sa vieille casquette avec le logo de ranch faisant de l'ombre à des yeux bruns profonds qui avaient vu trop de pertes en trop peu de temps. Il ne salua pas Gus avec des discours. Il hocha la tête comme un homme reconnaissant la présence d'un autre homme de la seule manière en laquelle il avait confiance, en le mettant au travail. Elsie Bishop entrait et sortait de l'entrée de la ferme avec son tablier marron comme une armure, sa doudoune olive et son pull crème attrapant la brise. Ses cheveux, blonds foncés, striés d'argent, restaient en un chignon bas qui ne semblait jamais se défaire, même quand le monde le faisait. Elle donna à Gus un thermos de café et un regard qui disait qu'elle savait qu'il n'avait pas dormi correctement depuis l'incendie, même s'il ne l'admettrait jamais. « Les pompiers arrivent, » dit Warren, la voix rauque. « Le comté veut une cause officielle. » Gus jeta un coup d'œil vers la grange brûlée. « Bien, » répondit-il, et se surprit de la force dans le mot. Il ne se souciait pas des formalités pour elle-même. Il s'en souciait parce que le nez du chien avait capté de l'essence là où l'essence n'avait pas sa place, et parce que le monde avait appris à Gus à faire plus confiance aux schémas qu'aux promesses. Un SUV blanc arriva vers le milieu de la matinée et se gara à une distance prudente des débris.
Un homme en sortie qui semblait appartenir à un autre type de climat. Soigné, contrôlé, presque trop propre pour un ranch. Il avait entre la fin de la quarantaine et le début de la cinquantaine, de taille moyenne, en forme, mais pas costaud, avec des cheveux sable coupés courts et une moustache taillée qui donnait à son visage un air perpétuellement sérieux. Sa peau était claire, protégée, mais pas abîmée par le soleil, et ses yeux étaient d'un gris vif qui ne perdait pas de temps. Il portait une veste utilitaire foncée sur une chemise à col, des bottes de travail qui n'avaient jamais rencontré de boue par accident, et un insigne épinglé là où il pouvait être vu sans être ostentatoire. C'était le chef des pompiers Grant Hensley, un homme qui avait bâti sa personnalité autour des faits parce que les faits ne vous trahissaient pas. Les gens disaient qu'il avait perdu un cousin dans un incendie de maison des années auparavant. Que ce soit vrai ou non, il portait ce genre de sévérité tranquille. Comme si chaque scène était personnelle, même s'il ne l'admettait jamais, il serra la main de Warren, puis celle de Gus, puis examina la grange en ruine avec un regard qui mesurait les angles et les motifs de suie comme lisant les Écritures. « Vous étiez le premier sur les lieux ?» demanda Hensley à Gus. Gus hocha la tête une fois. « Oui, expliquez-moi, » dit Hensley, sortant déjà un petit carnet. Gus ne dramatisa pas. Il donna l'heure, la direction du vent, le son du bétail s'entassant dans l'enclos, la position des pires flammes, la façon dont le feu monta anormalement vite le long du côté le plus proche du stockage de foin. Hensley écrivit sans trop lever les yeux, comme si le contact visuel pouvait contaminer les preuves. « Accélérant possible », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque. Le berger allemand se tenait près de la jambe de Gus, non pas l'envahissant, simplement présent. Sa posture calme mais tendue. Quand Hensley s'approcha de la zone du foin, les oreilles du chien se dressèrent brusquement. Son museau se leva et son corps se raidit si soudainement que Gus le sentit dans ses propres os. Le chien laissa échapper un grondement bas et régulier, non fort, non menaçant, mais certain, comme une cloche d'avertissement, qui ne se souciait pas de savoir si quelqu'un voulait l'entendre. Hensley s'arrêta, baissant les yeux vers lui. « Chienne de travail » demanda-t-il à Warren. Warren expira. « Chienne de garde était » corrigea-t-il doucement. Hensley s'accroupit à quelques pieds de distance, sans tendre la main, étudiant. « Il réagit à quelque chose, » dit Hensley, la voix plate mais attentive. Le chien fit 2 pas raides, le nez baissé, et commença à gratter une tache de cendre près du mur latéral de la grange. Pas un grattage aléatoire, délibéré, concentré. Ses griffes grattaient et l'étiquette déformée de son collier cliquetait à chaque mouvement. Le souffle de Gus se coupa. Le comportement du chien n'était pas de la peur. C'était une accusation. Hensley s'avança, faisant attention de ne pas marcher là où le chien indiquait. Il enfila des gants, utilisa un petit outil métallique pour tamiser la cendre, et après 1 minute, il découvrit une tache humide et assombrie dans le sol, le genre qui ne correspondait pas aux débris de grange ordinaire. Il la porta à son nez, puis la repoussa immédiatement, l'expression se crispant. « Ça », dit Hensley, la voix baissée, « sans l'essence. » Le visage de Warren devint immobile, comme si quelque chose en lui s'était aligné d'une manière plus froide. Elsie pressa une main sur sa bouche, ses yeux vifs soudainement humides. Gus sentit son poing se serrer et se relâcher. Ce n'était pas encore une preuve suffisante pour condamner quelqu'un, mais c'était une preuve suffisante pour changer l'histoire de tragédie à crime. Hensley se tint entre Warren et Gus. « Je vais mettre les échantillons en sac, dit-il, et je vais poser des questions que personne n'aime. » Le chien cessa de gratter et leva les yeux vers Gus. Ses yeux ambres semblaient dire « Maintenant tu le vois aussi. » Gus le regarda en retour et un endroit profond en lui, quelque chose qui avait dormi, se réveilla. La revanche vint plus fort quand le ranch s'était installé dans un après-midi tendu et que les gens essayaient d'agir normalement dans les ruines.
Gus aidait Warren à empiler des planches récupérées quand le berger allemand quitta soudainement son poste et boitilla vers le pâturage ouvert. Non pas en courant, non pas en paniquant, se déplaçant comme s'il avait reçu un ordre que lui seul pouvait entendre. Gus le suivit, irrité malgré lui. « Hé !» appela-t-il, gardant sa voix basse pour ne pas effrayer le bétail. Le chien ne s'arrêta pas. Il se dirigea vers la ligne de clôture près de la route, puis s'arrêta, les oreilles dressées. Une voiture passa, sombre, inconnue, se déplaçant un peu trop lentement pour une route de comté. Le corps du chien se tendit et il la fixa avec une concentration qui fit picoter la peau de Gus. Alors que la voiture passait, le chien laissa échapper un aboiement court et aigu, une seule note qui coupa l'air comme un fil cassé. Les feux de stop de la voiture clignotèrent pendant une demi-seconde, puis elle accéléra. Le cœur de Gus tambourina. Le chien se tourna et pressa son nez sur le gravier où les pneus avaient projeté de la poussière, reniflant fort. Puis il regarda Gus à nouveau, et Gus comprit la vérité troublante. Le chien n'était pas seulement traumatisé par le feu. Le chien reconnaissait une menace, reconnaissait une présence, comme si celui qui avait allumé le feu était revenu pour voir ce qui restait. Pendant un instant, la lumière du soleil sembla moins un réconfort et plus un projecteur. Gus eut le sentiment étrange et sobre d'être observé, non pas par des esprits ou des superstitions, mais par l'avidité portant une peau humaine fameuse. Il retourna vers Warren avec le chien à ses côtés, et sa voix sortit rauque. « Quelqu'un a conduit lentement. » dit Gus, ne ressemblait pas à un voisin. La mâchoire de Warren se serra. Ils ont rôdé, admit-il, pendant des mois. Offre, menace, vendez avant de tout perdre. Le rire d'Elsie sortit amer. L'humour disparut, comme si nous n'avions pas déjà assez perdu. C'est alors que le nom sortit enfin de derrière le rideau. Cole Bishop arriva le lendemain matin, mais il arriva d'abord dans les pensées de Gus. Warren avait parlé de son fils comme s'il parlait d'un système météorologique, distant, inévitable, parfois dangereux. Quand le SUV de location de Cole arriva, il avait l'air trop propre, trop urbain, trop sûr de lui. Cole en sortit avec une silhouette grande, élancée, athlétique et le genre de coupe de cheveux noirs soignée qui disait qu'il faisait confiance aux horaires. Son visage était beau d'une manière tendue, la mâchoire serrée, les yeux bruns et vifs, scrutant les dégâts comme s'il calculait déjà les coûts et les responsabilités. Il portait un manteau en laine anthracite sur un col roulé noir, un pantalon kaki foncé, des chaussures en cuir marron et des gants en cuir noir. Armure de ville sur le sol du ranch. Une bague simple reposait sur sa main, pas ostentatoire, plus comme un rappel qu'il appartenait à quelque chose qui attendait de lui qu'il réussisse. Son expression s'adoucit brièvement lorsqu'il vit Warren, puis se durcit à nouveau lorsque son regard se posa sur Gus. « Qui est-ce » demanda Cole, la voix contrôlée mais tendue. Warren présenta Gus simplement, sans fioriture. Les yeux de Cole parcoururent la veste de Gus à l'ourlet brûlé, ses bottes tachées de cendre, son regard bleu-gris qui ne scia pas. « Alors c'est vous qui avez couru dans le feu » dit Cole, et cela ressemblait moins à de la gratitude qu'à de la suspicion. Gus ne se défendit pas. Il avait appris il y a longtemps qu'expliquer ses bonnes actions à quelqu'un déterminé à les douter était comme essayer de pelleter de la fumée. Le berger allemand s'avança, raide sur ses pattes mais stable, se plaçant légèrement entre Gus et Cole. Non pas agressif, juste positionné comme une ligne de démarcation vivante. Le regard de Cole tomba sur le chien. « C'est notre chien, dit-il, un accent possessif sur notre. » Les oreilles du berger restèrent dressées, mais il ne bougea pas vers Cole. Ses yeux ambres restèrent fixés sur la main de Gus, comme si sa loyauté était déjà attribuée. Les narines de Cole s'évasèrent, un signe rapide d'irritation. « Il est blessé », lança Cole. « Il devrait être à la maison. » La voix d'Elsie intervint, calme mais ferme. « Il est en sécurité, dit-elle.
Il reçoit des soins et il est plus calme avec Gus. Cole regarda sa mère, puis de nouveau Gus. Plus calme, répéta-t-il, goûtant le mot comme s'il l'offensait. Les épaules de Warren s'affaissèrent un peu. « Fils, dit-il doucement, il y a de l'essence sous les cendres. » Cela attira l'attention de Cole. Ses yeux se plissèrent, ce qui signifie le SUV de Hensley arriva comme convoqué par l'attention. Le chef des pompiers en sortit, portant des sacs de preuves scellés. Il salua Cole avec la même retenue factuelle qu'il offrait à tout le monde. « Ce qui signifie un accélérant, dit Hensley. Ce qui signifie que ce n'est peut-être pas un accident. » Cole regarda de nouveau la grange brûlée, et pour la première fois, sa confiance citadine se brisa en quelque chose de brut, peur peut-être, ou colère. Il se retourna vers Gus. « Et vous étiez juste là par hasard, dit-il, et l'accusation atterrit sèchement. Gus sentit l'ancienne envie de reculer, d'éviter le conflit, mais quelque chose de nouveau l'ancrait, le poids de la confiance d'un chien. « J'ai eu le hasard de sentir de la fumée, dit Gus calmement. C'est tout. » L'étiquette du berger cliqua alors qu'il bougeait, et il laissa échapper un petit souffle, presque dédaigneux. Elsie, malgré tout, murmura « Il n'aime pas le drame. » Et pendant un battement de cœur, la tension se relâcha. Un petit fil d'humour essayant de recoudre la pièce. Cette nuit-là, le sabotage prouva que ce n'était pas juste des paroles. Une section de clôture le long de la route fut coupée net, non pas par une tempête ou un animal, mais par un outil. Vers minuit, le bétail commença à dériver, confus et nerveux vers la brèche, attiré par l'obscurité ouverte comme l'eau vers une fissure dans un barrage. Gus l'entendit avant tout le monde. Le faible cliquetis, le beuglement agité, et le berger allemand était déjà debout, les oreilles dressées, le corps se déplaçant avec détermination malgré la boiterie. Gus attrapa une lampe de poche et courut. Le pâturage était éclairé par la lune et lumineux, le ciel du nord parsemé d'étoiles qui semblaient indifférentes. Le bétail avançait comme une vague lourde et lente vers la route. Un mauvais déversement sur l'asphalte et tout le ranch pourrait à nouveau se noyer dans la tragédie. Gus ne cria pas sauvagement. Il utilisa sa voix comme un outil, basse et autoritaire. « Hé, hé, en arrière, en arrière !» Le berger allemand décrivit un large cercle, gardant ses distances par rapport au sabot, utilisant sa posture et sa présence comme le font les bons chiens de berger, même s'ils n'étaient pas entraînés pour cela. Il inclina son corps, bloqua les animaux de tête et repoussa le bord avant du troupeau loin de la brèche. Gus trouva la clôture coupée et jura à voix basse, pas assez fort pour effrayer le bétail, mais assez pour satisfaire l'univers qu'il était toujours humain. Warren arriva, le souffle court, les bottes claquant. Cole suivit, le visage pâle, ses gants de ville inutiles contre le fil. Pour la première fois, Cole n'accusa pas. Il fixa juste le troupeau en mouvement et le berger boitant qui le contrôlait comme un vieux professionnel. « Il fait ça blessé, » dit Cole, la voix stupéfaite. Gus ne profita pas du moment pour gagner. Il le prit pour agir. Ensemble, ils ramenèrent le bétail en toute sécurité à l'intérieur du pâturage, puis réparèrent temporairement la clôture sous les faisceaux des lampes de poche. Hensley arriva plus tard, prit des photos, secoua la tête une fois comme s'il était fatigué de la cruauté des gens. « C'est une escalade, dit-il. Quelqu'un veut vous faire peur. Quelqu'un veut que vous vendiez. » Les yeux de Warren étaient sombres. « Je ne le ferai pas, dit-il simplement. » Gus se tenait là, le fil mordant ses doigts, et sentit le berger allemand se presser brièvement contre sa jambe. Un contact d'ancrage, une confirmation silencieuse. « Tu n'es pas seul dans ça. » Maintenant, à l'aube, Gus installa des caméras. Rien de fantaisiste, juste pratique. Il les monta haut, les inclina vers la route, les débris de la grange, la ligne de clôture. Ce n'était pas de l'héroïsme, c'était un verrou de porte pour la vérité. Il ne le dit pas à voix haute, mais il le savait. Celui qui avait allumé cet incendie avait sous-estimé deux choses. À quel point une famille de ranch pouvait être têtue
et à quel point le nez d'un chien était honnête. Le soleil se leva à nouveau sur Redwood Valley, brillant et propre, comme si rien ne s'était passé. Mais Gus ne faisait plus confiance à la lumière du soleil pour signifier la sécurité. Il faisait confiance au travail. Il faisait confiance aux preuves. Et contre toutes ces vieilles règles, il faisait confiance à la présence chaleureuse et constante d'un berger allemand qui était sorti du feu et l'avait choisi comme une promesse que personne n'avait encore nommée. Le premier hiver après l'incendie vint doucement, presque poliment, comme si le ciel voulait s'excuser pour ce que la terre avait enduré. La neige saupoudrait les poteaux de clôture et transformait les champs en pages silencieuses. Et le ranch Bishop, rafistolé et reconstruit par étapes tenaces, commença à respirer à nouveau. Gus Hale gardait sa cabine comme il gardait son cœur, simple, ordonné, et à une distance prudente des attentes des autres. Il dormait toujours sous son propre toit la plupart des nuits, se réveillait toujours avant l'aube au tic-tac de sa vieille montre militaire, portait toujours la même veste en toile marron avec un ourlet légèrement brûlé, la même flanelle rouge et noire, le même jean et les mêmes bottes qui le faisaient ressembler à un homme bâti pour le travail plutôt que pour le confort. Mais ses journées appartenaient maintenant au ranch. Il descendait la route de comté tandis que le givre scintillait sur l'herbe. Et chaque matin, le berger allemand, non plus sédaté, non plus tremblant, chevauchait dans un silence stable, une grande présence noire et feu qui remplissait l'espace côté passager comme une promesse qui refusait d'être ignorée. Le chien avait guéri comme les animaux de travail guérissent, non pas en oubliant la douleur, mais en construisant de la force autour d'elle. Sa boiterie s'estompa en une légère raideur les matins froids. La cicatrice guérit le long de sa patte avant resta un pâle rappel sous la fourrure. La tache assombrie par la fumée sur son museau resta, donnant à son visage une gravité permanente à moitié habillée, et la petite tache plus claire sur sa poitrine brillait chaque fois qu'il bougeait au soleil, comme une minuscule flamme refusant de s'éteindre. Ses yeux ambres restaient brillants et étrangement conscients. Le collier en cuir brun foncé et l'étiquette métallique déformée ne quittèrent jamais son cou. Et Gus ne les remplaça jamais par quoi que ce soit de nouveau, comme si l'ancienne étiquette faisait partie de l'histoire du chien et donc de la tâche de Gus. Au début, les gens de la ville l'appelaient le chien de feu, comme si c'était un surnom que l'on pouvait porter gratuitement. Puis ils cessèrent de l'appeler quoi que ce soit et commencèrent à l'observer à la place parce que le chien n'agissait pas comme un animal de compagnie. Il agissait comme une boussole avec des muscles. Gus essayait toujours de ne pas appeler cela de l'amour. Il appelait cela de la responsabilité parce que la responsabilité ne le menaçait pas de perte comme l'amour le faisait. Le ranch avait besoin de cette responsabilité. Le mal de dos de Warren Bishop s'aggrava au fil des mois et les yeux bruns profonds de l'homme devinrent plus fatigués. Il resta maigre et coriace, sa moustache argentée le rendant sévère même lorsque sa voix s'adoucissait. Mais il commença à se déplacer plus lentement, prudent à chaque pas, comme s'il négociait avec ses propres os. Elsie Bishop maintenait le cœur du ranch battant, chaleureuse et perspicace, cheveux blonds foncés, striés d'argent en un chignon bas, son tablier toujours en place, ses yeux vifs captant chaque petit changement dans l'humeur des gens. C'est elle qui s'assurait que les équipes mangeaient, que les voisins se sentaient remerciés et que le monde n'oubliait pas que fierté et gentillesse pouvaient partager la même table de cuisine. Cole Bishop, au début, resta principalement en ville. Quand il rentrait à la maison, il venait comme un homme visitant un musée de sa propre enfance, les mains gantées, l'esprit calculant, le visage tendu sous les cheveux noirs soignés et le manteau anthracite. Il n'admit jamais qu'il avait peur, mais la peur vivait dans la façon dont il regardait la grange réparée et les poteaux de caméra près de la ligne de clôture, comme s'il s'attendait à ce que le passé frappe à nouveau. Gus n'essaya pas de gagner Cole. Il n'avait pas l'énergie pour la persuasion. Il continuait juste à faire le travail qui devait être fait, à réparer les portes,
à embaucher des soudeurs, à conserver les reçus, à payer les ouvrières à temps, avec une honnêteté si simple qu'elle semblait presque démodée. Lorsqu'une machine à traire d'une famille voisine tomba en panne et qu'il ne pouvait pas se permettre une nouvelle pièce, Gus livra tranquillement une valve de rechange et partit avant que quiconque ne puisse rendre la gratitude gênante. Lorsqu'une veuve au bout de la route ne pouvait plus conduire après une opération, Elsie livra de la nourriture et Gus répara les marches de son Porsche sans l'annoncer. Warren observait ces choses comme les propriétaires de ranch observent le temps, silencieusement, se souvenant profondément. Au fil du temps, le berger allemand devint le système d'alerte officieux du ranch. Il pouvait entendre un moteur bien avant que les oreilles humaines ne le perçoivent, ses oreilles dressées claquant vers un son lointain, pendant que les gens plaisantaient encore et sirotaient leur café. Il pouvait détecter la maladie chez le bétail avant que les symptômes ne deviennent visibles, traînant près d'une vache dont la respiration avait changé, la poussant par le flanc, la fixant jusqu'à ce que Gus remarque. Gus apprit à faire confiance à ce regard. Les instincts du chien n'étaient pas théâtraux. Ils étaient précis. Et la précision la plus troublante de toutes vint quand Gus avait ses mauvais moments. Certaines nuits, après une journée de dur labeur et de conversations tranquilles, Gus cessait complètement de parler. Sa mâchoire se serrait. Son regard se perdait quelque part bien au-delà du ranch. L'air autour de lui devenait rare, comme de l'oxygène quittant une pièce. C'étaient les nuits où le passé revenait. Non pas une histoire, mais une sensation. Gus n'avait jamais raconté à personne les détails de ce que la guerre lui avait pris, parce qu'il ne voulait pas de pitié et il ne voulait pas de questions. Mais le chien semblait reconnaître le changement comme un marin reconnaît une tempête par la pression dans les eaux. Le berger s'approchait sans bruit, pressait son museau sombre de fumée contre le poignet de Gus, toujours le poignet avec la faible vieille marque de brûlure, et y restait jusqu'à ce que la respiration de Gus ralentisse et que sa main se détende. C'était un ancrage sans drame, une encre vivante. Elsie l'a vu une fois par accident et n'en fit pas grand cas. Elle dit seulement doucement, « Il sait où tu gardes la douleur, n'est-ce pas? » Gus l'avait regardé, surpris par la précision, et avait répondu avec sa déviation sèche habituelle. « Il est curieux. » Elsie sourit comme si elle comprenait que la déviation était parfois la seule façon pour les hommes de survivre. La revanche arriva la deuxième année, un beau jour de printemps, où le pâturage semblait presque trop vivant. Gus vérifiait une clôture avec le chien trottant à ses côtés, la queue basse mais détendue. L'air sentait la terre dégelée et l'herbe fraîche, le genre d'odeur qui vous fait croire aux secondes chances. Ils étaient près du stockage de foin reconstruit quand le berger allemand s'arrêta soudainement. Son corps se raidit, les oreilles dressées, et il baissa la tête vers le sol comme s'il écoutait un secret enterré sous la terre. Puis il commença à creuser. Non pas frénétiquement, non pas de manière ludique, délibérément. Gus fronça les sourcils, s'approchant. « Qu'est-ce que c'est? » Le chien creusa jusqu'à ce que ses pattes heurtent quelque chose de dur. Il le poussa du nez et recula, fixant. Gus s'agenouilla et balaya la terre, et ses doigts touchèrent du métal froid. Il retira un petit objet rouillé, un vieux briquet jetable à moitié écrasé, son plastique marqué par la chaleur, et faiblement estampillé d'un logo qui n'appartenait pas à un article de ranch. L'estomac de Gus se serra d'un souvenir de cette première semaine après l'incendie, quand le chien avait aboyé une fois à une voiture qui roulait lentement. Pendant un instant, le soleil sembla être un mensonge, et le pâturage sembla retenir son souffle. Gus ne dit pas immédiatement à Warren, non pas parce qu'il voulait le cacher, mais parce qu'il comprit soudain à quel point l'espoir était fragile dans une famille qui avait déjà été poussée à bout. Il mit le briquet dans un sac, photographia l'endroit et appela le chef des pompiers, Grant Hensley, d'une voix qui resta calme même si quelque chose de froid bougeait derrière ses côtes. « J'ai trouvé quelque chose, » dit Gus. Hensley vint le lendemain, les yeux gris et sévères comme toujours,
prit l'épreuve avec des mains gantées et prudentes et ne promit pas de miracle. Ça aide, dit-il. Ça n'y met pas fin. Quand Warren entendit, il n'explosa pas. Il devint simplement très silencieux, comme les hommes deviennent silencieux quand la colère devient un carburant en soi. Donc ils n'ont jamais arrêté, dit Warren. Gus secoua la tête. Peut-être qu'ils ne le feront jamais, répondit-il. Le chien se tenait entre eux, immobile, comme si c'était planté comme une déclaration vivante. Pas ici, pas encore. Ce moment changea la culture du ranch. Les caméras restèrent. Les voisins formèrent une surveillance informelle. Les gens qui pensaient autrefois que Gus était un étranger commencèrent à le saluer avec un nouveau respect. Non pas parce qu'il était charmant, mais parce qu'il était constant. Cole aussi changea. La 3e année, il commença à rentrer plus souvent. Il échangea ses chaussures de ville parfaites contre des bottes quand il le pouvait, bien qu'il ait toujours l'air d'un homme emprunté à un monde différent. Manteau anthracite, col roulé noir, gants, bague scintillante faiblement quand la lumière du soleil la frappait. Il commença à poser des questions pratiques au lieu de questions suspicieuses. Combien coûtaient les soudeurs? Quel est le calendrier de l'assurance? Avons-nous mis à jour les devis de clôture? Gus répondit sans condescendance parce que la condescendance était inutile. Et lentement, la peur de Cole se transforma en quelque chose de plus utile, la responsabilité. Le berger allemand aida à sa manière directe. Le chien ne se pavanait pas devant Cole. Il l'observait. Quand Cole parlait honnêtement, la posture du chien s'adoucissait. Quand la voix de Cole se tendait de frustration, les yeux ambres du chien se fixaient sur lui d'une manière troublante, comme un rappel silencieux. Les mensonges et les postures étaient une perte de souffle. Cole marmonna une fois, à moitié irrité, à moitié étonné. « Ce chien me juge. » Gus répondit avec un air impassible. « Il a bon goût. » Même Cole rit, et le son était maladroit, mais réel. La 4e année, la santé de Warren devint l'ombre silencieuse au bord de chaque bonne journée. Il n'annonça pas son déclin. Il commença juste à s'asseoir plus souvent. Ses mains calleuses qui avaient bâti une vie, commençant à trembler parfois quand il soulevait des seaux lourds. Elsie le remarqua en premier, bien sûr. Elle le faisait toujours. Elle prit des rendez-vous sans fanfare, ajusta les repas, plia son inquiétude dans son tablier comme si elle y avait sa place. Warren l'admit finalement à Gus un soir, debout dans l'entrée de la ferme, le crépuscule s'installant sur les champs. « Il y a quelque chose sur mes scanners, dit-il. » Les mots sortirent simples, mais ses yeux le trahirent. Fatigué, résigné, tranquillement en colère contre son propre corps. Gus n'offrit pas de réconfort vide. Il hocha seulement la tête une fois, comme s'il reconnaissait un ordre. « De quoi avez-vous besoin? » demanda-t-il. La bouche de Warren se serra avec quelque chose comme du soulagement. « J'ai besoin que le ranch reste debout, » dit Warren. « Pour Elsie, pour Cole, pour les gens qui en dépendent. » Gus regarda le pâturage où le berger allemand était allongé près de la porte, vigilant même au repos. « Il le fera, » dit Gus. Il n'a pas dit comment. Il le pensait juste. La 5e année arriva avec un été lumineux qui fit paraître le monde plus simple qu'il ne l'était. L'état de Warren s'aggrava. Les traitements commencèrent à lui voler sa force par petits incréments. Pourtant, il parcourait toujours la propriété quand il le pouvait, sa démarche lente, maintenant plus lente, le bord de son chapeau faisant de l'ombre à ses yeux. Cole était plus souvent à la maison qu'absent. Le ranch, paradoxalement, devint plus stable parce que Gus en était devenu la colonne vertébrale, et Cole avait commencé à apprendre ce que signifiait porter un poids sans se plaindre. Gus retournait toujours à sa cabane la nuit, gardait toujours ses distances avec les commérages de la ville, refusait toujours de se donner un grand nom. Mais tout le monde sur cette terre connaissait la vérité. Gus n'était pas là pour prendre, Gus était là pour tenir. Un après-midi tardif, Warren demanda à Gus de venir à la cuisine de la ferme. Elsie était là, les mains croisées sur son tablier,
les yeux vifs mais tendres. Cole se tenait près de la fenêtre, tendu dans son manteau anthracite comme s'il se préparait à un impact. Un homme que Gus ne reconnaissait pas était assis à table avec une mallette en cuir et un sourire poli et prudent, un avocat aux cheveux poivre et cils peignés soigneusement en arrière, une mâchoire rasée de près, et des yeux calmes qui semblaient entraînés à contenir le chagrin des autres sans s'y noyer. Son costume était sobre, sa posture respectueuse, le genre d'homme qui n'aimait pas les conflits, mais comprenait que cela faisait partie de son travail. Warren le présenta comme l'avocat Miles Carden. « Nous allons faire ça bien, » dit Warren, la voix ferme, malgré la faiblesse derrière. « Pas de surprise, pas de couteau dans le noir. Un plan. » La gorge de Gus se serra. Les plans étaient censés prévenir la porte. Ils réussissaient rarement. Pourtant, alors que l'avocat ouvrait son dossier et Kelsey tendait la main à Warren, le berger allemand entra dans l'entrée, se tint la tête haute et observa la pièce comme une sentinelle. Son étiquette déformée cliqueta une fois, une douce ponctuation qui sonna à Gus comme le début de quelque chose d'inévitable. Warren rencontra les yeux de Gus et parla doucement, presque gentiment. « Vous nous avez aidés à nous relever, dit-il, sir. Maintenant, nous construisons des rampes pour que personne ne tombe quand je serai parti. » Gus ne savait pas quoi dire. Alors il fit ce qu'il faisait toujours quand les émotions devenaient trop grandes. Il hocha la tête et resta. Warren Bishop est mort en saison d'herbe verte, quand le pâturage semblait si vivant que cela en était presque cruel. Le ciel ce matin-là était d'un bleu nordique éclatant, le genre qui vous fait croire que rien de mal ne peut arriver. Et c'était l'insulte de tout ça. La vie continuait en beauté tandis qu'un homme s'éteignait dans une chambre d'hôpital silencieuse avec la main de sa femme dans la sienne et son fils essayant de ne pas craquer devant lui. Gus Hale ne s'habilla pas pour le deuil. Il portait la même veste en toile marron avec l'ourlet légèrement brûlé, la même flanelle rouge et noire, le même jean foncé et les mêmes bottes marron parce que le deuil ne méritait pas de costume et qu'il ne croyait pas aux faux-semblants. Son visage, avec sa mâchoire carrée et sa très légère barbe naissante, semblait sculpté plus durement que d'habitude. La petite marque de brûlure fanée sur son poignet semblait plus sombre sous la pâle lumière de l'hôpital. Il se tenait au fond de la pièce, les épaules larges, les mains se serrant et se relâchant, se serrant et se relâchant. L'ancienne habitude essayant de faire quelque chose avec les sentiments. Warren était plus maigre que Gus ne l'avait jamais vu. Moustache argentée, maintenant une ligne faible au-dessus d'une bouche qui avait si peu parlé mais tant signifié. Même dans sa faiblesse, la présence de Warren remplissait l'espace comme une ligne de clôture, stable, protectrice. Elsie était assise près, ses cheveux blonds foncés argentés et épinglés dans ce chignon bas familier, son pull crème et sa doudoune olive pliée à côté de la chaise comme si elle était arrivée prête à le garder au chaud et n'avait pas accepté de ne pas pouvoir. Ses yeux vifs et gentils étaient rouges mais sans ciller. Elle avait passé des années à être le cœur du ranch. Maintenant, elle faisait le travail le plus difficile de tous, laissant le cœur perdre son plus ancien battement sans s'effondrer. Cole se tenait près de la fenêtre, grand et élancé, ses cheveux noirs soignés légèrement en désordre pour la première fois que Gus s'en souvenait. Son manteau anthracite pendait sur lui comme une armure de ville qui ne convenait pas à une pièce aussi honnête. La bague simple à sa main attrapait la lumière alors qu'il frottait son pouce dessus encore et encore, une boucle nerveuse. Il regardait son père avec un visage crispé de chagrin et de culpabilité. Le genre de chagrin que les hommes prennent souvent pour de la colère, parce que la colère semble plus utile. Les derniers mots de Warren, quand ils vinrent, furent simples. Il ne fit pas de discours. Il n'était pas un homme bâti pour la poésie. Il regarda Gus une fois, et dans ce regard, il y avait toute une saison de confiance. Puis il regarda Elsie, et son expression s'adoucit en quelque chose comme de la gratitude. « Tu les gardes stables, » murmura-t-il, la voix si faible
que c'était plus un souffle qu'un son. Elsie se pencha, son front touchant le sien, et murmura quelque chose de privé qui ressemblait à une promesse et d'une prière entrelacée. La respiration de Warren ralentit, puis s'arrêta, et la pièce fit ce que les pièces font quand une personne la quitte pour toujours. Tout resta en place, pourtant rien n'était pareil. Gus ne pleura pas devant les gens. Il ne l'avait jamais fait, mais il sentit la perte dans sa poitrine comme un effondrement silencieux, comme une poutre cédant. Le berger allemand n'était pas autorisé à l'hôpital, mais il attendait dans le camion dehors, et Gus pouvait presque sentir ce regard ambre à travers le pare-brise, stable comme un phare. Les funérailles eurent lieu sous un soleil qui refusait de s'estomper. Le pâturage derrière l'église s'étendait vert et lumineux, le bétail beuglant au loin comme si le ranch lui-même chantait un triste hymne. Des gens vinrent de kilomètres à la ronde, des voisins qui avaient pris du lait dans les moments difficiles, des ouvrières qui avaient été payées équitablement quand d'autres propriétaires de ranch coupaient les coins, des familles qui se souvenaient de l'aide silencieuse de Warren quand leur propre grange avait besoin de réparation. Elsie se tenait droite, sans tablier pour une fois, vêtue simplement, toujours pratique, toujours elle-même. Cole tenait son bras, la posture rigide, la mâchoire serrée. Gus se tenait à une distance respectueuse, non pas parce qu'il était distant, mais parce qu'il ne savait pas où il se trouvait dans ce genre de chagrin familial. Le berger allemand resta près de la jambe de Gus, calme, la queue basse, les oreilles alertes. Il était plus âgé maintenant, son corps complètement rétabli, le pelage noir et feu à nouveau brillant, sauf pour la tache assombrie par la fumée sur son museau qui ne s'estompa jamais complètement. La petite tache plus claire sur sa poitrine brillait chaque fois qu'il respirait au soleil. L'étiquette métallique déformée cliqueta doucement quand il déplaça son poids. Un minuscule son comme une horloge qui gardait l'heure même quand les gens souhaitaient qu'elle ne le fasse pas. La revanche arriva non pas aux funérailles, mais dans le calme après, quand le chagrin se transforma en paperasserie et que le monde tenta de traduire une vie en signature. Une semaine après l'enterrement, Elsie demanda à Gus de venir à la ferme. Cole était déjà là, assis à la table de la cuisine avec l'avocat Miles Carden et un deuxième homme que Gus ne reconnaissait pas. Grand, aux épaules étroites et étrangement lisses. L'étranger avait l'air d'appartenir à une tour de bureau, pas à une ferme, fin de la quarantaine. Peau pâle qui n'avait jamais rencontré de soleil ardent, cheveux foncés lissés en arrière, visage rasé de près avec des pommettes saillantes, et un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Il portait un pardessus anthracite qui correspondait à la palette de Cole, mais semblait plus froid, et ses mains aux longs doigts immaculés reposaient sur la table comme s'il possédait le bois. Ses yeux étaient d'un gris écœur, constamment mesurant. L'avocat Carden le présenta comme Victor Sloan, un représentant de Horizon Development, et le nom tomba comme une pierre dans un puits. Horizon avait été l'ombre derrière les problèmes du ranch pendant des années. Des offres qui devenaient des menaces, des lettres polies qui portaient des couteaux entre les lignes. La voix de Victor était douce, agréablement plate. La voix d'un homme qui pouvait vous ruiner et dire encore « Passez une bonne journée ». « Madame Bishop », commença Victor. Monsieur Bishop, il hocha la tête vers Cole, puis regarda Gus comme si Gus était une pièce d'équipement. « Nous sommes désolés pour votre perte. Vraiment, Horizon croit en l'honneur des familles locales. » Gus faillit rire à cette phrase, mais son humour devint amer dans sa gorge. Le berger allemand, allongé près de l'entrée, leva la tête, ses oreilles se dressèrent. Ses yeux ambres se fixèrent sur Victor avec une concentration si aiguisée qu'elle fit dresser des poils sur les bras de Gus. Les lèvres du chien se retroussèrent légèrement. Pas un grognement, mais un avertissement, une déclaration silencieuse. Menteur. Victor remarqua le chien et sourit plus largement comme s'il était amusé. Bel animal, dit-il. Il semble protecteur. La mâchoire de Cole se serra.
Il fait son travail, répondit Cole sèchement. Victor glissa un dossier sur la table. Horizon est prêt à faire une offre améliorée, dit-il. Compte tenu des récentes tragédies et des défis de maintenir une grande opération, Elsie ne toucha pas le dossier. Ses yeux vifs restèrent sur le visage de Victor. Nous ne vendons pas, dit-elle, la voix stable. Le chagrin se transformant en acier. Le sourire de Victor ne changea pas. Bien sûr, dit-il, ne pas vendre. Pas aujourd'hui, nous discutons simplement d'options. L'avocat Carden s'éclaircit doucement la gorge. Le domaine Bishop est maintenant détenu par une fiducie agricole, dit-il. Il parla calmement et précisément. Les termes sont clairs. Les yeux de Victor tressaillirent, le premier signe d'agacement. Les fiducies peuvent être contestées, répondit-il légèrement, surtout s'il y a des questions d'influence indue. Son regard glissa vers Goss. L'insinuation était un fil mince et empoisonné. Goss sentit sa main se serrer et se relâcher. Il ne dit rien car il refusait de danser pour la satisfaction de Victor. Le berger allemand se leva alors, lentement et délibérément, et alla se tenir directement entre Gus et Victor, non pas agressif, juste positionné. Son étiquette déformée cliqueta une fois, comme une ponctuation. Le sourire de Victor vacilla pendant une demi-seconde. Dans ce scintillement, Gus le vit, la vérité se cachant derrière le costume. La peur d'être vu. Victor partit peu après, mais l'air dans la cuisine resta tendu. Cole explosa dès que la porte se ferma. « Il va nous attaquer, » dit Cole, la voix tremblante de colère. « Il va nous traîner en justice. Il va nous saigner jusqu'à ce que nous ne puissions plus nous permettre de garder le ranch. » Les mains d'Elsie tremblèrent, mais sa voix resta calme. « Ton père avait prévu cela, dit-elle. C'est pourquoi il a appelé Miles. C'est pourquoi il a fait des rampes. » L'avocat Carden ouvrit de nouveau les documents de la fiducie, parlant en langage clair plutôt qu'en brouillard juridique. Warren a conçu la fiducie pour protéger la terre contre l'acquisition prédatrice, expliqua-t-il. Il y a des restrictions sur la vente, des droits de première acquisition et une propriété structurée. Gus conserve l'autorité de gestion avec supervision. Cole a une équité et une participation aux bénéfices définis. Personne n'est évincé. Cole fixa les papiers, puis Gus. Autorité de gestion, répéta-t-il, goûtant les mots comme s'il ne savait pas s'il devait les détester. Gus parla enfin, la voix basse. « Je ne veux pas la chaise de votre père, dit-il. Je veux que le ranch reste debout. C'est ce que Warren a demandé. » Les yeux de Cole se plissèrent. « Et pourquoi devrais-je vous faire confiance? » demanda-t-il. La vieille suspicion essayant de se ressusciter. Gus ne s'y a pas. « Vous ne devriez pas, » répondit-il simplement. « Faites confiance au travail. » Le berger allemand s'approcha de Cole, puis la tête légèrement baissée, les yeux ambre fixes. Il ne réclamait pas d'affection. Il offrait sa présence. Cole déglutit, surpris comme si le calme du chien était un miroir lui montrant la vérité. Il ne s'agissait pas de propriété. Il s'agissait de loyauté. 2 mois plus tard, le combat passa de la table de la cuisine au couloir du tribunal et au bureau de l'État. L'en-cas du chef des pompiers Grant Hensley, combiné aux images des caméras du ranch, commença à peindre un tableau trop clair pour que Horizon puisse se cacher derrière la politesse. Une nuit, une caméra près du stockage de foin reconstruit capta des phares rampant le long de la ligne de clôture. Une autre caméra capta une silhouette encapuchonnée près de la route, grande, se déplaçant avec une intention rapide, plaçant quelque chose près de la porte. Le berger allemand avait réveillé Gus avant même que la vidéo ne compte, grognant doucement, le nez pressé contre la porte comme si le danger avait une odeur. Gus trouva un petit contenant, une boîte d'accélérant à moitié cachée dans les broussailles, une tentative maladroite d'accuser le ranch ou de monter un autre accident. Gus ne joua pas au héros. Il appela Hensley. Hensley arriva avec 2 enquêteurs d'État,
Des hommes en veste simple, avec des yeux qui semblaient fatigués de la cupidité humaine. Ils documentèrent tout, prirent des empreintes digitales, récupérèrent les données des caméras. L'intérêt de l'État s'aiguisa après cela. Les offres améliorées de Horizon cessèrent d'arriver. Leurs appels téléphoniques devinrent plus courts. Puis, brusquement, la présence de Horizon s'amincit comme de la fumée aspirée par le vent. L'avocat Carden retourna à la ferme un soir avec un sourire las. « Il se retire, dit-il. Non par gentillesse, mais par peur. L'État n'aime pas les schémas d'intimidation liés aux incendies criminels. » Elsie expira comme quelqu'un qui avait retenu son souffle pendant des années. Cole fixa le coucher de soleil à travers la fenêtre, son visage s'adoucissant en quelque chose de plus vieux et de plus triste. « Papa savait, murmura-t-il. Il savait qu'il viendrait. » Gus hocha la tête. « Il a construit des rampes, répondit Gus. Il ne vous a pas laissé un piège. » La reconnaissance officielle du ranch comme patrimoine agricole protégé vint plus tard. Une reconnaissance du comté que la terre Bishop avait une valeur historique et communautaire, rendant plus difficile pour la pression corporative de l'acquérir à bas prix. Les gens de la ville célébrèrent tranquillement, comme le font les villes du Dieu. Dîner partagé, poignées de main, quelques larmes déguisées en rire. Gus n'assista pas à la célébration pour les éloges. Il y assista parce qu'Elsie le demanda, et parce que rester était quelque chose qu'il apprenait. Dans la scène finale, Gus se tenait devant l'abri à bétail nouvellement construit, le bois propre et solide, le genre de structure qui promettait l'endurance. Le berger allemand était assis à ses côtés, la posture droite, les oreilles alertes, les yeux ambres observant le pâturage comme s'il gardait non seulement le bétail, mais le sens. L'étiquette déformée de son collier attrapa la dernière lumière et brilla une fois comme une minuscule pièce de monnaie offerte au ciel. Gus posa sa main sur l'épaule du chien, sentant le muscle et la chaleur là, et quelque chose en lui se desserra. Il pensa aux vœux qu'il n'avait jamais prononcés à voix haute, mais qu'il avait vécu. Ne jamais posséder un chien, ne jamais risquer la douleur de l'attachement. Le destin avait apparemment ri de ce vœu avec une cruauté douce et de meilleures intentions. Gus n'avait pas sauvé le chien seul. Le chien avait sauvé la partie de Gus qui avait vécu comme une porte fermée. Sous le soleil brillant du nord, avec l'herbe qui chantait dans la brise et le ranch qui respirait à nouveau de façon constante, Gus laissa finalement la vérité s'installer sans la combattre. Il ne gardait pas un chien. Il était gardé, retenu au monde par une boussole vivante qui était sortie du feu et avait refusé de le laisser se détourner. Parfois, le miracle n'est pas un mur de feu qui s'écarte ou une voix du ciel. Parfois, c'est une seule vie placée dans les bras de quelqu'un au moment exact où un cœur a décidé qu'il n'aimerait plus jamais. Dans cette lumière du Nord, il devient clair que les réponses de Dieu arrivent souvent tranquillement. Une porte tenue ouverte, un souffle protégé, une créature loyale qui refuse de laisser une âme blessée rester enfouie dans les cendres. Et peut-être est-ce ainsi que le ciel fonctionne dans les jours ordinaires, non pas en supprimant chaque épreuve, mais en nous envoyant une raison de nous lever à l'intérieur de celle-ci. Si vous regardez cela avec votre propre saison difficile, rappelez-vous ceci. Dieu peut reconstruire une personne de la même manière qu'un ranch est reconstruit. Planche par planche, matin par matin, par de petits actes de courage qui ressemblent à une routine jusqu'à ce que vous réalisiez qu'ils vous ont sauvé. Alors ce soir, si vous pouvez faire une petite bonne action, prononcer une parole douce, offrir une main, car l'amour que vous donnez est souvent l'amour que Dieu utilise pour vous ramener à la vie. Si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Laissez un commentaire et dites-nous d'où vous regardez et ce que vous portez. Et abonnez-vous pour plus d'histoires de loyauté, de guérison et de seconde chance. Que le Seigneur vous bénisse, protège votre maison, fortifie votre cœur dans les batailles silencieuses que personne ne voit et vous guide vers un nouveau matin rempli de miséricorde.